lors d'une manifestation pro-palestinienne. C'est un militant, vous l'avez vu, qui a appelé donc à mener l'intifada en France, faisant réagir le ministère de l'Intérieur, Charlotte Dornelas, qui a déclenché ce matin un article 40 pour signaler les propos au procureur. Qui est cet homme? Qu'est-ce que l'intifada? En quoi c'est grave? Alors déjà, je vais vous citer une autre phrase. Ouvrez les guillemets. On va exporter partout la résistance et le souffle de l'intifada dans nos quartiers, dans nos facs et dans nos usines. Cette phrase, elle a été prononcée en mai 2024 par un autre homme qui s'appelle Omar Al-Soumi, qui est du collectif Urgence Palestine, et c'était à Paris, dans une manifestation organisée de la même manière. Cette manifestation, dimanche, elle est également organisée par Urgence Palestine. Elias Dimzalen, que l'on vient d'entendre, prend la parole et dit à peu près la même chose, auquel il ajoute par rapport à la vidéo que l'on vient de voir, donc dans laquelle il explique qu'il faut lancer l'intifada dont vous avez donné la définition, et il dit par ailleurs le génocide a des complices. Il passe de l'un à l'autre, évidemment. Donc il fait une analogie entre ce qui se passe dans, je cite, nos quartiers et à Gaza, déjà pour commencer. Et ensuite, il dit, le génocide a des complices, il s'appelle Biden, Macron. Macron, le voleur d'élections, n'est-ce pas? On les connaît, les voleurs qui habitent à l'Élysée, à Matignon, on les connaît. Et est-ce qu'on est prêt à les virer eux aussi? Le eux aussi, il vient en réponse au parallèle qui est fait entre nos quartiers et Gaza. Donc finalement, je reprends la définition de l'intifada, c'est le régime oppresseur ou l'ennemi étranger. Vous choisissez l'un ou l'autre, mais en l'occurrence, on parle de l'État français, donc en France, qui est soit un régime oppresseur, soit un ennemi étranger. Il faudrait lui demander de préciser. Donc le sujet devient médiatique. J'ai fait exprès de vous citer la phrase parce qu'en mai, elle était restée absolument impunie. Elle n'était devenue ni médiatique ni politique. Cette fois-ci, le sujet devient médiatique. Ça n'est plus simplement un fantasme de quelques excités de la fachosphère, pour reprendre les mots qui en général circulent à cet effet. Et nous regardons en face des hommes sous les applaudissements, appelés à mener une guerre en France en faisant cette analogie pour le moins abusive. Gérald Darmanin, vous l'avez dit, fait un signalement au procureur sur la base de l'article 40, provocation à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population, je confirme, s'il faut prendre la place et se rebeller. Et ensuite, provocation aux atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes, en ciblant tout particulièrement les personnes de confession juive. Mais le combat, il est mené depuis des années par cet homme, qui est connu, reconnu par à peu près tout le monde. Et c'est un fervent défenseur de la lutte contre l'islamophobie en France. Et il a eu le mérite, cet homme, en 2014, on ne va pas dire qu'on a été surpris avant-hier, en 2014, dans un entretien filmé, il a eu l'énorme avantage, cet homme, de nous donner sa définition de l'islamophobie, dont il a usé et abusé dans tout le débat public en France. Ouvrez les guillemets, tout, donc l'islamophobie recouvre tout ce qui entrave la construction, le développement de la communauté, son expression visible ou politique, ici même en France ou ailleurs. Donc il ne vous dit pas de l'islamophobie, c'est agresser quelqu'un en raison de sa foi, il ne vous dit pas c'est insulter quelqu'un physiquement présent en face de vous en raison du fait qu'il soit musulman. Non, non, c'est toute entrave à la construction, au développement de la communauté et à son expression visible ou politique. Donc là au moins, c'est extrêmement clair, on ne peut pas dire qu'on est surpris. Tout le reste de son activisme en découle. Donc c'est la lutte pour la burqa, pour la baya, pour le burkini évidemment, et tout, en l'occurrence, toute importation de ce qui favorise l'émergence de la communauté, qui n'est clairement plus nationale, mais islamique. On ne peut pas dire que ce ne soit pas clair. Et finalement, si on résume son propos, c'est eux, la France, contre nous, la communauté, qui n'est pas française, qui est islamique. Séparatisme, certes, donc la loi de 2020 contre laquelle il s'était évidemment érigé, vous pensez bien. Séparatisme, certes, mais volonté assumée et prêchée sous les applaudissements de conquête. On n'est pas simplement on va vivre séparés. C'est qu'il va falloir conquérir ceux de qui nous nous sommes séparés sur le terrain politique. Et il trouve des soutiens, cet homme, depuis des années, au-delà d'un petit cercle de radicalisés qu'on voudrait bien pointer du doigt ou trouver, en l'occurrence, dans la manif autour de lui. Il trouve des soutiens bien au-delà de ce petit cercle-là. Et notamment, évidemment, vous en doutez, à la manif contre l'islamophobie, sur laquelle on va revenir. Alors justement, à l'époque pourtant, le discours est celui d'un rejet de la haine envers les personnes. N'ont-ils pas raison de leur reprocher et de lutter pour qu'ils cessent? Alors c'est évidemment toute la perversité du discours, mais perversité, je le signifie d'emblée, qui était décelable.
et que certains n'ont pas décelé et que d'autres n'ont pas voulu déceler plus exactement. Alors cet homme, il se fait connaître en 2013. 2013, alors je ne sais pas si certains s'en souviennent, une femme en niqab, donc c'est voile intégral, visage recouvert, donc c'est interdit en France, se fait contrôler par la police dans la rue. S'ensuivent des émeutes à Trappes. Il vient soutenir évidemment ces émeutes en faisant une vidéo pour expliquer que par ailleurs, c'était pas du tout la version du contrôle d'identité. C'est pas ça du tout. On a été la voir parce qu'elle est musulmane et donc c'est de l'islamophobie. Il accuse les autorités locales d'islamophobie. Rebelote à Argenteuil 1 mois plus tard. Autre contrôle d'identité sur une femme en voile intégral. Il revient sur ce terrain-là. 2015, alors on apprend des années après qu'à partir de 2015, il est fiché par le renseignement pour son activisme, on va dire, islamiste. En 2017, on a la mosquée de Torcy qui ferme pour islamisme, notamment dans les éléments à charge qui sont donnés. Il y a 2 conférences de cet homme dans cette mosquée. 2017, c'est il y a quand même il y a longtemps maintenant. 2017. Donc la note des services de renseignement, à l'époque, prévient. Il a fourni des éléments de langage comparant la situation existant en France à l'apartheid. Tiens donc, demandant aux fidèles d'arrêter d'être français légalistes, français républicains, français patriotes. Bon, avec les 3 mots, ce qui est bien, c'est que tous les Français du monde, même avec toutes les engueulades qu'on peut voir, s'y retrouvent. Donc en fait, il faut qu'ils cessent d'être français. C'est plus clair de le dire comme ça. Parce que là, vous vous retrouvez forcément dans l'un des 3. Bon. Et il y a une citation de cet homme, donc, en conférence à la mosquée. Un jour, il faudra penser communautaire. Un jour, il faudra penser grand. Un jour, il faudra penser même à avoir nos banques, notre monnaie locale. Pensez bien que ce nos banques, notre monnaie locale, nous, c'est contre eux, toujours eux. C'est la France, les Français légalistes, républicains ou patriotes. Mais qu'à cela ne tienne, en 2022, cet homme participe à une conférence au Parlement européen, 2022, au Parlement européen, organisée par un mouvement qui est officiellement pro-Erdogan, proche d'Erdogan, reconnu comme tel. Alors évidemment, le mouvement s'appelle Conseil pour la justice, l'égalité et la paix. Il faut creuser un peu pour découvrir le poteau rose. Et le thème de cette conférence au Parlement européen, je répète, contradiction entre les valeurs européennes et la loi confortant le respect des principes de la République française. Le tout rendu possible à l'invitation du vice-président et député du groupe socialiste au Parlement européen. La même année, il est reçu avec l'association CAGE, qui est notamment dirigée par un ancien de Guantanamo, devant l'OSCE pour dénoncer, je cite encore, le ciblage des musulmans par la France. Ces 2 hommes sont en conférence devant l'OSCE. C'est quoi l'OSCE ? J'ai pris la définition qu'ils se donnent eux-mêmes. Avec 57 États participants, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est la plus grande organisation régionale de sécurité au monde. Fermez les guillemets. Ces 2 hommes font donc le procès de la France devant l'organisation. Et entre-temps, évidemment, je vous le disais, on le retrouve naturellement comme co-organisateur de la manifestation contre l'islamophobie en 2019. Alors, toutes les affaires de l'Union européenne, c'est après cette manif contre l'islamophobie, mais avant, le monsieur avait déjà un pédigré connu. Et à l'époque, il y a une tribune d'appel à cette manifestation qui est publiée dans Libération. Et le texte est limpide. Il ne s'agit pas d'accepter le débat et de refuser les agressions sur les personnes mobiles qu'ils utilisent et qui s'entend évidemment, mais de prendre prétexte d'agression. Par ailleurs, le contrôle d'une femme en niqab n'est pas une agression, je précise quand même, pour interdire le débat. Je cite le texte. Depuis des années, les actes contre les musulmans donc s'intensifient. Qu'il s'agisse de discrimination, de projets ou de lois liberticides, d'agressions physiques de femmes portant le foulard, d'attaques contre des mosquées ou des imams, allant même jusqu'à la tentative de meurtre. Donc comprenez que des projets ou des projets de loi sont mis à égalité avec l'agression ou la tentative de meurtre d'une personne que vous avez en face de vous. Et en signataire de ce texte, il y a certes le groupe parlementaire LFI, et ça tout le monde s'en souvient, mais il y a aussi des représentants du Parti communiste français, de Génération.s, d'Europe Écologie Les Verts, de la CGT, le patron de la CGT à l'époque qui signe. En clair, nous avons finalement le NFP. Que comprendre, Charlotte Dornelas, si ce n'est un aveuglement collectif sur des profils dangereux et identifiés comme tels? Est-ce qu'il faut en vouloir à ceux qui ont cru défendre des personnes? C'est précisément le sujet. L'aveuglement n'était pas collectif. On dit aujourd'hui, on a été tous aveuglés collectivement. Non, pas du tout. Simplement, les gens qui voyaient ont été accusés à la place de ceux qui accompagnaient le mouvement, sciemment ou pas, aveuglés ou pas, peu importe. Et ça continue d'ailleurs. La vie politique se résume ces derniers temps à des barrages. On les a tous commentés pendant très longtemps. Alors officiellement, quand on n'est pas excité par le moment électoral, la lutte contre l'islamisme,
et l'antisémitisme sont des priorités pour tous. Officiellement, vous n'entendrez personne vous dire « Ah non, moi je lutte pour l'islamisme ou pour l'antisémitisme ». C'est assez rare. Mais au moment où vient le temps de faire un barrage, c'est-à-dire de bloquer ce qui nous semble le plus grave aujourd'hui, on ne débat plus de désaccords politiques, ce qui serait évidemment légitime entre les partis. On invoque des lignes rouges, on invoque l'antisémitisme, on invoque la haine de l'autre, la xénophobie, le racisme, pour éviter de prononcer le mot islamophobie, qu'on s'est un peu brouillé ces derniers temps. Et tout se brouille par habitude. Donc on refuse l'antisémitisme d'hier, quitte à embrasser celui d'aujourd'hui, qu'on a tous vu ces dernières années, qu'on a tous documenté. On dénonce l'islamophobie ou le racisme, je vous le disais, en embrassant ceux dont les compagnons de route prêchent impunément l'islamisme au détriment des musulmans que l'on prétend défendre par ailleurs et dont on nous explique qu'il faudrait être à leur côté contre l'islamisme. Donc en résumé, la tartufferie qu'on a vue ces derniers temps n'est pas seulement pénible, elle est objectivement dangereuse.